Je connaissais cette route par cœur. Je la prenais chaque nuit, en rentrant du travail. Mais comment j'aurais pu deviner qu'un gosse de 10 ans se trouverait sur cette putain de route en plein milieu de la nuit? Je sais qu'il faut être vigilant et tout ça, mais d'habitude, y a personne. Et là, ce gamin qui traverse la forêt pour se rendre dans le champ d'à côté, j'ai été surpris et je n'ai pas eu le temps de freiner. Le choc. Mon Dieu, ça me hante. J'étais sous le choc. Je comprenais pas ce qui se passait. C'est quand j'ai regardé dans le rétroviseur que j'ai vu le gamin. Il rampait. Il n'était pas mort. Il rampait avec difficulté pour atteindre le champ. Il ne me regardait pas. Il voulait continuer à avancer. Je suis sorti de la voiture et je me suis avancé vers lui. J'avais tellement peur. Quand je suis arrivé à sa hauteur, je l'ai vu. Il était face contre terre et la moitié de son corps était complètement déchiquetée. Son manteau était jaune, je m'en souviendrai toujours. Mais avec le sang et le reflet des lampadaires, ça donnait une couleur épouvantable. J'essayais de lui parler, mais il ne m'écoutait pas. Il continuait de ramper difficilement. C'était une vision épouvantable. Je me suis agenouillé auprès de lui et lui ai touché l'épaule. Il s'est alors mis à hurler. Un hurlement, non pas de douleur, mais de terreur. Ce hurlement semblait l'étouffer. Je m'étais dit que l'accident avait dû lui casser quelque chose au niveau du visage. J'ai été surpris. Je savais pas comment réagir. Je l'ai tout de suite lâché et je lui ai dit qu'on allait appeler les secours. Et à ces mots, il a essayé d'aller encore plus vite en rampant. J'ai sorti mon téléphone portable, mais au moment où je voulais appeler les secours, le petit a été pris de convulsions. Et d'un coup, il s'est étalé sur le bitume. Il ne bougeait plus. Putain, je pouvais pas y croire. Le petit était mort. J'ai reposé mes mains doucement sur lui. Il n'y a pas eu de réaction. Il était bien mort. Je venais de tuer un enfant. J'ai hurlé de rage. Puis alors que je me m'étais effondré à côté du petit corps sans vie, couvert de sang, j'ai vu au loin dans la forêt un flash, comme si quelqu'un se baladait avec une lampe de poche. Puis un deuxième, et un troisième. Au total, il devait y en avoir au moins 10 dans cette forêt. Des gens qui semblaient chercher quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur. Je savais pas quoi faire. Je sentais que je ne devais pas être là. Mais je ne pouvais pas laisser ce petit sur la route. Alors j'ai porté le petit. Et j'ai voulu hurler tellement j'étais mal. Au loin, j'entendais des aboiements de chiens et des grognements, ainsi que des cris et des rires d'hommes. C'était ceux avec les lampes de poche. Je comprenais pas ce qui se passait, et je restais comme un con debout, en plein milieu de la route, avec le cadavre d'un enfant dans les bras. J'ai fini par regarder son visage, et j'ai poussé un cri. J'ai lâché le corps et ça a fait un bruit de craquement quand il a touché le sol, et du sang a coulé de sa tête. Le visage du petit était complètement défiguré. Ses yeux avaient été remplacés par ceux d'une poupée. C'était horrible. Et sa bouche était cousue. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à crier. Et sur son front, il y avait écrit en brûlure le numéro 13. Alors que j'allais repartir vers ma voiture pour filer le plus vite possible à un commissariat, j'ai remarqué un petit bracelet qui clignotait sur le bras du petit.
Je me suis accroupi pour regarder ça de plus près. Les voix s'approchaient de plus en plus, mais j'étais intrigué. J'ai pris le poignet du petit et il l'ai levé pour regarder le bracelet. Un simple bracelet en plastique avec une LED qui clignotait, rouge. Il était juste écrit prototype HD 2.0. Je sais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai vu les hommes se rapprocher très vite, où j'étais, et j'entendais leurs chiens courir. Alors je suis vite monté dans ma voiture, laissant l'enfant sur place. Je me disais qu'il était mort de toute façon, et que je ne pouvais rien faire pour lui. J'ai démarré et je suis parti. Quand j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu les chiens qui se sont jetés sur l'enfant. Ils semblaient le mordre et le dévorer. Moi, j'ai continué à rouler le plus vite possible. Et je suis arrivé dans ma ville. J'ai eu peur d'aller à la police. Je sais pas pourquoi, mais j'avais la trouille. Seulement, je n'arrivais pas à être bien. Je venais de tuer un enfant qui semblait déjà mal en point. Je voulais me dire que j'avais sauvé cet enfant grâce à la mort, mais non. Je venais de tuer un petit garçon. Je me suis garé chez moi et je suis resté dans ma voiture en repensant à cette scène épouvantable que je venais de vivre. Je me posais plein de questions. Qui était ce petit? Qui étaient ces hommes qui semblaient le poursuivre? Et pourquoi il était torturé de la sorte? Je ne le sais toujours pas. Pourtant, après plusieurs jours à être resté enfermé chez moi, à pleurer, et à tomber en dépression pour ce que j'avais fait, je regardais les infos pour voir s'il parlait d'une disparition d'enfant, mais rien du tout. Apparemment, tout le monde s'en fichait. Mais j'ai donc fini par me calmer de la peur d'être retrouvé pour le meurtre du petit. Même si je savais au fond de moi que personne n'aurait retrouvé le corps et qu'il avait fini en festin pour chien. Bien sûr, j'avais toujours de la tristesse et une sorte de peine qui, je crois, s'en ira jamais. Ce gosse était traumatisé. Il voulait les fuir, même après s'être fait renverser. Je ne voulais pas penser à l'horreur qu'il avait dû subir. Déjà juste sa tête laissait deviner que le petit avait dû vivre l'enfer. Après un certain temps, j'ai pu faire quelques recherches sur ces prototypes HD 2.0, mais rien du tout de cohérent avec ce que j'avais vu. Il y a eu une chose par contre qui m'a marqué, et qui semblait plutôt concorder avec ce que j'avais vu. Une légende urbaine, du nom de Huggy Doll. En gros, d'après l'histoire, un homme aurait commandé une poupée sexuelle vivante, une enfant. La petite avait été torturée. Je ne vous raconte pas les détails, mais c'était atroce. Mais la description correspond à l'état du petit garçon que j'ai renversé. J'ai aussi regardé Maps pour voir la forêt. Mais à part des arbres et des clairières, on ne voit rien depuis le ciel. J'avais pensé à me rendre dans la forêt pour en savoir plus. Mais j'ai peur. Car les hommes et leurs chiens, s'il y a vraiment quelque chose, me pourchasseraient, j'en suis sûr. Et aussi, j'hésite à en parler à la police car je serais alors sans doute arrêté pour l'accident et la fuite. Et je sais que c'est lâche, mais j'ai peur. Et ce qui me fait ne pas y aller, c'est aussi que depuis 2 ou 3 jours, une voiture de police se gare devant chez moi. Et un des flics semble me prendre en photo. En tout cas à la maison. Et j'ai peur qu'il me cherche pour l'accident, mais même si la voiture est dans le garage, est toute propre maintenant. Et puis, s'ils avaient des soupçons, ils seraient venus me poser des questions. Je comprends pas pourquoi ils faisaient ça. C'est ce matin que j'ai réalisé que la police me prenait en photo,
depuis que j'avais fait des recherches sur le prototype HD 2.0. Était-il au courant de cette affaire? Sans doute. Ou alors je deviens complètement parano. Mais c'est normal de devenir parano quand on vit ce que j'ai vécu, et que je vis actuellement. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Le jeune Timéo était très solitaire. Souvent, je le voyais dans ma classe, seul dans le fond de la salle. Il n'était pas comme les autres élèves. Je me souviens, un petit garçon très mince, avec des yeux d'un bleu incroyable. Il avait des cheveux mi-longs, blonds. Je ne l'ai jamais vu parler à un autre de ses camarades de classe. Et quand je le voyais pendant les pauses, il était seul, le nez plongé dans son carnet. Mes collègues et moi, à l'époque, on se demandait ce qu'il y avait dans ce carnet. Qu'est-ce qui pouvait bien retenir son attention comme ça? Parce que même pendant les cours, parfois, il écrivait dans ce carnet. Un petit carnet noir, simple. On n'a jamais osé lui demander. Après tout, il n'embêtait personne et avait de très bonnes notes. Donc on le laissait tranquille. Parfois, je le faisais participer quand même en le questionnant sur le cours. Et à chaque fois que c'était à lui de parler, le calme s'installait dans la classe. Maintenant que j'y pense, c'était vraiment étrange. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas attention. Tout le monde semblait l'écouter attentivement. Sa voix était très claire, une voix douce, calme, qui collait parfaitement à son style. Contrairement aux autres élèves, quand il était interrogé, il se levait pour répondre, les mains derrière le dos. De nos jours, les autres élèves se seraient moqués de lui. Mais là, personne ne disait rien, comme si c'était normal. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre moment particulier avec lui. J'avais demandé à la classe d'écrire un petit texte fantastique. Ils avaient une semaine pour le faire. Pendant cette semaine, les cours se déroulaient de manière routinière. Sauf qu'il y avait une jeune fille de ma classe, Sabrina, qui devenait de jour en jour plus anxieuse. Ça se voyait sur son visage. Et elle commençait à s'isoler. Elle qui d'habitude bavardait sans cesse et était entourée de ses copines. Maintenant elle était seule. Et elle pleurait parfois. À la fin d'un de mes cours, je lui ai demandé de rester, parce que je voulais lui parler. Je voulais vraiment savoir ce qu'elle avait, pour pouvoir l'aider, car ça me faisait beaucoup de peine de voir cette jeune fille dans cet état. Elle était donc debout devant mon bureau, les mains derrière le dos, et la tête baissée. Je lui ai demandé si elle voulait me parler de quelque chose, et est-ce que quelqu'un lui avait fait du mal. C'est ce que j'ai pensé directement. Avant de me répondre, elle a tourné sa tête vers la droite tout doucement. La porte était fermée, mais on pouvait voir par la vitre floutée une ombre, petite, celle d'un élève, qui se tenait bien droit juste devant. Je me suis alors levé, et j'ai été ouvrir pour demander à cet élève de partir. Quand j'ai ouvert, j'ai vu Timéo, bien droit. Il ne m'a même pas regardé. Il fixait du regard la petite Sabrina, très intensément. J'étais surpris, et j'ai mis quelques secondes à réagir. Je lui ai dit de partir, de rentrer chez lui. Sans même un regard vers moi, il s'est retourné et est parti vers la sortie. Une fois sûr qu'il était parti, je me suis retourné et j'ai fermé la porte. Sabrina était en pleurs et m'a dit qu'il n'y avait rien et a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Je lui ai proposé d'appeler ses parents pour venir la chercher et elle a refusé. Elle est sortie en courant. Les jours suivants, elle semblait de plus en plus fatiguée. Depuis ce jour, j'ai été plus attentif à Timéo et j'étais mal à l'aise. Parfois, il me regardait intensément sans rien dire, sans cligner des yeux. Et puis, il y a eu ce jour épouvantable. Celui où les élèves devaient lire leurs récits fantastiques. Les élèves lisaient à voix haute leurs récits. Alors ça ne volait pas haut, bien sûr. Je me souviens de quelques histoires qui sortaient du lot,
comme une histoire avec un monstre dans un style cartoon. Il l'avait appelé le Whistle Guy, je crois. Et un autre aussi. Une jeune fille avait écrit un texte sur un monstre à tête d'ampoule. Il y en avait plein d'autres, mais ceux-ci m'ont marqué. Ils m'ont marqué, mais pas autant que celui de Timéo. Quand ça a été son tour de lire le récit, il a fait comme à son habitude. Il s'est levé, avec son carnet dans la main, et il a commencé à lire. Ce n'était pas une histoire. C'était une liste. Il l'avait appelée la liste de Sabrina. Naturellement, quand il a lu le titre, j'ai de suite été intrigué, étant donné ce qu'il s'était passé quelques jours plus tôt. J'ai jeté un coup d'œil à Sabrina, mais elle avait sa tête dans les mains, et ne réagissait pas. Les autres élèves écoutaient attentivement Timéo. Moi aussi, ça me glaçait le sang. Dans sa liste, il n'y avait qu'une seule chose. Sabrina m'a fait du mal. Elle payera. Sabrina m'a fait du mal. Elle payera. Sabrina m'a fait du mal. Elle payera. Et il répétait ça, en boucle, encore et encore. Et plus il répétait, plus la jeune Sabrina était mal. Au bout d'un moment, j'ai demandé à Timéo d'arrêter, mais il continuait. Sabrina, elle était en pleurs, et elle était sortie de la salle en courant. Les élèves dans la classe semblaient très mal à l'aise. Ils me regardaient gêné et apeuré. J'ai répété à Timéo de cesser de lire son texte. Mais il ne m'écoutait pas. Je me suis approché de lui, mais il ne m'a pas regardé. Il continuait de lire son carnet. J'ai honte de le dire, mais j'ai été pris d'un stress soudain. Je me voyais lui coller une gifle. Je me voyais l'attraper par le col et le secouer, et lui crier de la fermer. Je sais que c'est indigne d'un professeur, mais là, j'étais à bout. L'ambiance dans ma classe était tellement malsaine. Bien sûr, je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait par contre, c'est lui arracher le carnet des mains. Dès que j'ai attrapé le carnet, il s'est mis à hurler, comme si je le torturais. Un hurlement horrible. J'avais le carnet dans la main, et la page qu'il lisait ne contenait aucun mot. La phrase qu'il lisait en boucle n'était même pas écrite. Ce qu'il y avait à la place, c'était un dessin, très bien réalisé, illustrant la jeune Sabrina, à genoux, les mains jointes comme si elle priait, et elle était couverte de sang. Il lui manquait les yeux, et sa bouche était cousue. J'ai été horrifié, et avant que je ne lui pose la moindre question, il m'a hurlé de lui rendre le carnet. Je n'avais jamais vu quelqu'un dans un état d'hystérie pareil. Il avait des yeux très rouges, de la bave qui coulait lorsqu'il hurlait. Il tremblait, mais avait ses mains sur le côté de sa tête et se secouait, comme s'il essayait de se calmer. Pris de peur, je lui ai jeté le carnet sur la table et il s'est jeté dessus, et il a semblé se calmer. Je lui ai dit qu'on allait voir la principale de l'école. Il n'a plus dit un seul mot, et est redevenu l'élève calme qu'il fut habituellement. Madame Rosner, la principale, m'a demandé de retourner dans ma classe pour rassurer les enfants, qu'elle contacterait les parents de Sabrina et les parents de Timéo. Après ce jour, je n'ai plus jamais revu Sabrina. Elle était portée disparue, et personne à cette époque ne savait ce qui lui était arrivé. Et Timéo a été très longuement interrogé par la police, mais rien ne prouvait qu'il ait eu un quelconque lien avec sa disparition. Quand j'ai été interrogé par la police, j'ai bien sûr tout dit, comment la petite avait eu peur quand je l'avais questionnée après le cours, et comment elle pleurait pendant la lecture du texte, et aussi cette chose que Timéo semblait lire. Et j'ai aussi parlé du dessin. La police a cherché ce carnet, mais ils ne l'ont pas trouvé malgré les perquisitions chez lui. Faute de preuves, il était donc libre. On nous a demandé de veiller sur lui, mais pour être honnête, on avait un peu peur, surtout moi. Vu la crise qu'il avait faite, je ne voulais plus l'avoir dans ma classe. J'en avais parlé à Madame Rosner, qui m'a répondu que ce n'était qu'un enfant, et que je ne pouvais pas choisir mes élèves. Elle avait raison bien sûr, mais j'avais peur, et j'étais très curieux. Curieux de savoir où était ce carnet, et surtout, ce qu'il cachait à l'intérieur. J'étais le seul à en avoir vu un extrait, et je voulais en savoir plus.
Timéo était depuis ce jour encore plus seul que d'habitude, et ses parents avaient refusé une aide psychologique pour lui. D'ailleurs, ses parents ne se déplaçaient jamais. Ils répondaient seulement au téléphone, enfin, ça c'était avant l'affaire Sabrina, car après, il n'était plus du tout présent. Plus personne ne répondait au téléphone. Timéo semblait seul. J'essayais de ne plus faire attention à lui. Mais à un moment, j'ai donné un devoir à faire. Les élèves devaient écrire un texte d'amour cette fois, parce que depuis l'affaire qui m'avait marqué, je ne voulais plus pour le moment leur demander de faire des choses fantastiques. Donc, je leur ai demandé de réaliser un court texte sur une histoire d'amour. Je me disais que ça, Timéo ne pourrait pas le transformer en cauchemar. Et j'avais raison. Ce n'était pas un cauchemar, c'était pire. Je me souviens que j'avais peur de lui demander de lire son texte romantique. Je faisais exprès de faire passer les élèves avant lui, en espérant que ça tarde assez pour que la sonnerie retentisse. Mais ce n'était pas assez long. J'ai été obligé de faire lire Timéo. Avant que je lui dise de lire son texte, il m'a fait un grand sourire très intrigant, et je le regardais intensément dans les yeux. Je n'arrivais pas à déchiffrer ce qu'il essayait de me dire par ses yeux, mais je me sentais en insécurité. Quelque chose me mettait mal à l'aise, et j'avais l'impression qu'il le savait. Il s'est levé doucement, et a mis devant ses yeux le carnet noir qu'il avait soi-disant perdu et que la police cherchait. Il a vu que je l'avais remarqué, et il a souri. Je n'ai pas fait de remarques, mais je m'étais promis d'appeler la police dès la fin du cours pour leur dire qu'il avait ce carnet sur lui. Je le regardais tellement fixement que les autres élèves n'existaient plus pour moi. Dans cette salle, il n'y avait que lui et moi, nous livrant une guerre de regards. Je sais que dit comme ça paraît débile, un comportement inacceptable pour un adulte, professeur qui plus est, envers un enfant. Mais à cet instant, Timéo n'était pas un enfant, c'était un démon. Bien sûr, je n'avais aucune preuve de ce que je me disais, mais j'avais le sentiment qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de Sabrina. Puis, il a commencé à lire son texte. Il a seulement dit « Julie est une femme d'une beauté éblouissante, femme d'un minable professeur de collégien, et retrouvée morte sur son lit, nue, visiblement violée et torturée. » Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, je ressentais au fond de moi une haine énorme, ainsi qu'une peur que jamais je n'avais ressentie dans ma vie. Julie, c'était le prénom de ma femme. J'ai fait taire Timéo, et j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai appelé Julie, mais elle ne répondait pas. Alors, je suis sorti de la classe pour aller à ma voiture, laissant les élèves seuls. Je m'en fichais des conséquences. Je voulais juste savoir si ma femme allait bien. J'ai roulé à toute vitesse vers chez moi. Je me fichais des feux rouges, des stops. Par miracle, je n'ai pas eu d'accident. Je suis arrivé chez moi, et j'ai immédiatement ouvert la porte. J'ai crié « Julie !» sans aucune réponse. J'ai regardé l'étage, et j'ai eu une grosse angoisse. Je suis monté doucement. Je priais tous les dieux pendant que je grimpais l'escalier, pour ne pas que je tombe sur une scène épouvantable. Je suis arrivé devant la porte de la chambre. J'ai poussé celle-ci. Et elle était là, allongée sur le lit, avec son casque sur les oreilles. Quand elle m'a vu, elle s'est assise en vitesse, très surprise de me voir ainsi. Je devais avoir l'air d'un fou. J'étais tout tremblant, essoufflé, paniqué. Je me suis précipité vers elle avant qu'elle n'ait eu le temps de dire un seul mot, et je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle me demandait ce qui se passait et pourquoi j'étais parti de l'école. Je lui ai expliqué que je me sentais mal et que j'avais eu peur pour elle, sans lui expliquer les raisons. Elle était au courant de l'affaire Sabrina, bien sûr. Elle a participé avec moi et nos amis à la recherche dans la forêt. Mais je ne lui ai pas dit que le petit Timéo avait sans doute quelque chose à voir avec ça. Je voulais lui épargner un maximum de stress. Bon, là c'était raté, mais j'avais eu si peur. Une fois, un peu plus au calme, j'ai appelé l'école pour leur dire que j'avais eu une urgence et que j'avais dû partir dans la précipitation. J'ai inventé un mensonge du style « ma femme a eu un problème, etc. » Madame Rosner a eu l'air de me croire et m'a dit de ne pas m'inquiéter, que les élèves allaient bien et que c'était le jeune Timéo qui, à la surprise de tous, était devant le tableau et les surveillait. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai eu peur et je lui ai demandé ce qu'ils faisaient quand ils sont arrivés à la salle. Elle a eu un petit rire et a dit qu'il lisait un poème et que ses camarades avaient l'air fascinés.
Puis, elle a raccroché en me disant de venir le lendemain. Je n'étais pas bien. J'étais sûr qu'il avait fait quelque chose contre mes élèves. Ce n'était pas normal que ce soit lui qui se soit porté volontaire pour les surveiller. Mais j'ai décidé de me reposer mon esprit ce jour-là. J'ai proposé à Julie de se faire un restaurant et un cinéma. Julie était assez silencieuse durant le trajet. Elle regardait son téléphone et ne me parlait presque pas. Je lui ai posé la main sur sa cuisse. J'adorais faire ça, sentir sa peau nue sous mes doigts. Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a répondu que oui. Mais je n'étais pas convaincu par sa réponse. J'essayais de ne plus y penser. Au restaurant, tout se passait plutôt bien. Julie avait pris, il me semble, un gros burger vegan. Bah oui, vu que j'avais pris la même chose qu'elle, donc elle avait bien pris ce burger. Oui, on faisait attention de plus en plus à ne plus manger systématiquement de la viande. On devenait petit à petit végétarien. On passait un bon début de soirée. Le cadre du resto était... comment on dit ? Cocooning ? Un truc comme ça. On était bien. C'était chaleureux. On avait commandé un mojito pour l'apéritif. C'était vraiment bien. Puis les burgers sont arrivés. Ils étaient énormes. De gros pains bien dorés, du fromage, un steak végétal énorme, des oignons rouges, bref, il était parfait. Julie a commencé à manger le sien, elle se régalait. J'ai mangé le mien. C'est vrai qu'il était bon. Puis au deuxième croc, j'ai senti un liquide vraiment épais dans ma bouche. Un goût horrible. J'ai regardé mon burger et je l'ai lâché. Il y avait du sang. Énormément de sang qui coulait du steak. Pas juste du sang comme une cuisson saignante, non non. Du sang, comme si on venait de poignarder un animal. J'en avais partout sur ma bouche, mes mains, ça coulait sur la table. J'ai regardé Julie, paniquée. Je n'étais pas bien. Elle aussi avait du sang plein la bouche. Elle me regardait étrangement et elle me demandait ce qui n'allait pas. Je lui ai montré le burger plein de sang et je lui ai dit que ce n'était pas de la vraie viande et qu'il y avait plein de sang, justement. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai regardé de nouveau et oui, tout le sang avait disparu et le steak semblait bien être un steak végétal. J'ai regardé autour de moi pour voir si des personnes m'avaient vu être paniqué. Mais non. Sauf que j'ai aperçu un jeune garçon assis avec ce qui semblait être ses parents, sans doute. Ce garçon, c'était Timéo, j'en étais sûr. Julie essayait de me calmer, de me dire que je devais être fatigué, etc. Mais je ne l'écoutais pas. Mon attention était portée sur lui. Tout ça était de sa faute, j'en étais sûr. En plus, il avait dans ses mains ce carnet. Je commençais à trembler. Je n'étais pas bien. Je voulais aller le voir et lui parler, mais je me contrôlais. Je commençais à avoir des larmes qui me coulaient sur les joues. Julie m'a attrapé les mains et les a serrées dans les siennes. Je ne la regardais pas en face. J'avais honte. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai jeté un coup d'œil à Timéo, et ce n'était pas lui. C'était un garçon que je n'avais jamais vu. Et le carnet, ce n'était que son téléphone portable. Je me demandais ce qui m'arrivait. Pourquoi je voyais ces choses? J'ai dit à Julie que je devais aller aux toilettes. Je me suis levé pour m'y rendre. Je me suis mis devant le lavabo, et j'ai fait couler l'eau pour la passer sur mon visage. L'eau froide me faisait du bien. Je commençais à m'apaiser, jusqu'à ce que les lumières du toilette s'éteignent, et qu'un gémissement étrange sorte d'une des portes des toilettes. Tout était calme. J'entendais ma propre respiration. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, mais pas de réponse. J'ai marché vers la sortie, mais la porte était fermée à clé. J'ai frappé aussi fort que possible, en hurlant que je voulais sortir, de m'ouvrir. Mais rien, pas un son. La musique du restaurant semblait ne plus fonctionner. Même le panneau sortie de secours ne s'allumait plus. Puis, il y a eu un autre râle, un gémissement étouffé, venant de la même porte des toilettes. Je savais que si je voulais sortir de cet enfer, qui se passait sans doute dans ma tête, je devais aller voir. Et j'étais certain que ce Timéo était responsable de tout ça, j'en étais sûr. Je me suis avancé doucement, mais pas résonné comme un écho. J'entendais des murmures dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les comprendre. J'étais arrivé devant la porte, mais avant de l'ouvrir, je me suis rappelé que j'avais mon téléphone portable et que je pouvais appeler à l'aide Julie. J'ai eu une lueur d'espoir à mon idée. J'ai fouillé dans mes poches et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai allumé et quand la lumière de l'écran a éclairé la salle, j'ai poussé un hurlement. Il y avait, à quelques centimètres de mon visage, sur le côté gauche, celui de Timéo, avec un sourire inhumain, déformé, sa bouche grande ouverte, pleine de dents ultra pointues. Vous voyez le chat dans Alice au pays des merveilles,
C'était exactement ce genre de bouche. Il m'a hurlé à l'oreille d'ouvrir la porte. Moi j'ai hurlé, en me mettant à terre, les mains sur les oreilles, et en me mettant en boule. J'avais une peur énorme. J'avais fait tomber mon téléphone, ce qui l'avait cassé, et la lumière s'était éteinte. Quand le noir est revenu, il n'y a plus eu aucun bruit, rien. J'ai attendu quelques secondes avant de me relever. Puis une fois prêt, je me suis mis face à la porte. J'ai tourné la poignée, et j'ai ouvert. C'était épouvantable. Il y avait la petite Sabrina, à genoux, couverte de sang, les mains liées devant elle comme si elle suppliait quelqu'un. Ses yeux étaient cousus, ainsi que sa bouche. Mais je savais que ce n'était qu'une hallucination. Alors je n'ai pas eu trop peur. Je hurlais sur cette image que ce n'était qu'une hallucination, qu'elle n'existait pas. Je hurlais ces mots encore et encore. Puis, la lumière et le son du restaurant se sont remis en marche. Et j'ai entendu un homme dire « Oh mon Dieu, appelez vite la police ». J'ai réalisé que le corps de la petite Sabrina, horriblement torturé et tué, n'était pas mon imagination, et que j'étais désormais le suspect numéro 1. Je suis au bord de la mer. Il y a des cadavres de mouettes sur le sol. Des milliers d'étoiles de mer échouées qui périssent. Des araignées de mer, des crabes. Et ce grand soleil très rouge et gigantesque devant moi. Je regarde derrière moi, et il y a des milliers de personnes qui sont là, comme moi, face à la mer et immobiles. Tout est silencieux. Et puis, un grand son, comme un corps, retentit. Et on se met à marcher en direction de l'eau, tout en étant silencieux. Je marche, et mes pieds s'enfoncent de plus en plus dans l'eau. Je continue de marcher encore et encore. L'eau m'arrive au menton. Les autres font pareil. Puis encore un bruit de corps puissant. Et tout le monde s'arrête. On reste là. On est immobile. Toujours face au soleil rouge. Il y a certains corps qui flottent. Ils sont morts. Ce sont pour la plupart des enfants et des personnes de petite taille. Personne ne réagit. Pas même moi. Je suis toujours là et j'attends. Je sens des choses me toucher dans l'eau. Puis, des sortes de tentacules s'agripper à mes pieds. Mais je ne vois rien. L'eau est trop sombre. Le corps retentit une nouvelle fois. Et tout le monde se remet à marcher. J'ai du mal. J'ai cette sorte de liane ou tentacule autour de mes chevilles. Mais je lutte. Sauf qu'avec le courant, c'est difficile. Je n'ai plus pied. Je me mets à flotter. Et là, la chose agrippée me tire vers les profondeurs de l'océan. Juste avant de plonger dans l'eau, j'aperçois des milliers de tentacules sortir de cette eau sale et s'agiter dans tous les sens, agrippant les cadavres flottants pour les déchirer. Il y a une pluie de sang. Je n'arrive plus à respirer. Je me retiens autant que possible en fermant les yeux et en me laissant tirer dans les profondeurs de l'océan. Quelques secondes plus tard, j'ouvre les yeux et là je vois des cadavres de requins, de poissons sans vie. Je continue à être tiré vers le fond à une grande vitesse. Il y a une lueur verte au fond, et j'aperçois une sorte de grosse boule suintante de substance jaunâtre et rouge sang. Il y a des milliers de tentacules qui lui sortent de partout sur le corps. Les tentacules ont toute une personne qu'ils tirent vers ce centre immonde. J'ai le temps de regarder autour de moi. Il y a des centaines de boules de ce genre, et tous ont des tentacules. J'arrive bientôt à ce ventre, et je peux voir que cette chose émet une sorte de battement, comme un ensemble de plusieurs cœurs qui battent. Puis, une grande bouche s'ouvre, sanguinolente, pleine de dents pointues et pleine de morceaux de chair putride. La tentacule me tire encore plus vite vers cette bouche de l'enfer. Si seulement je n'avais pas fait de mal de mon vivant. New York, mai 1963. En cette fin d'après-midi, les mains dans les poches, un jeune homme remontait la 3e avenue d'un pas rapide. L'air était doux et pur. Le ciel s'obscurcissait en allant dégradé variant du bleu au violet apaisant de la nuit. C'est par de telles nuits qu'on tombe amoureux de New York. Tous les gens qu'il croisa avaient le sourire aux lèvres. Une dame âgée qui poussait un landau où elle entassait ses commissions interpella joyeusement le jeune homme. « Eh mon joli !» Une expression béate sur le visage, et il lui fit un petit signe de la main. Poursuivant son chemin,
La vieille dame se dit « Il est amoureux ». Et c'était bien l'impression qu'il donnait. Vêtu d'un complet gris clair, il avait desserré le nœud de sa cravate et dégrafé le bouton de son col. Ses cheveux coupés courts étaient noirs. Il avait le teint clair et les yeux bleu pâle. Son visage n'avait rien de remarquable, mais en cette douce soirée de printemps, il était beau. Et la vieille dame se surprit à penser avec un brin de nostalgie qu'au printemps, tout le monde pouvait être beau. Qu'il était toujours beau celui qui se hâte de rejoindre la femme de ses rêves. Comme le printemps est la seule saison où la nostalgie ne tourne jamais à l'amertume, elle s'éloigna heureuse de lui avoir parlé et qu'en retour, il lui avait adressé un petit signe. La démarche pleine d'allégresse, un sourire flottant sur les lèvres, le jeune homme traversa la 63e rue. Sur le trottoir, un vieux marchand ambulant se tenait près d'une voiture débordante de fleurs. Le jaune prédominait, une fièvre jaune de jonquilles et de crocus tardifs. Il vendait aussi des œillets et des roses thé dans les tons jaunes et blancs. Il mangeait un bretzel en écoutant le gros poste de radio posé sur l'un des coins de sa voiture. La radio déversait de mauvaises nouvelles auxquelles personne ne prêta attention. Le tueur au marteau courait toujours. John Kennedy avait déclaré qu'il suivait avec vigilance l'évolution de la situation dans un petit pays du sud-est asiatique nommé Vietnam. On n'avait pas encore pu identifier la femme dont le corps avait été repêché dans l'East River. Les Russes avaient procédé à une expérience nucléaire. Tout cela paraissait irréel, dénué d'importance. L'air était doux et pur. Le printemps tirait à sa fin, et à New York, l'été était propice aux rêves. Le jeune homme passa devant le marchand de fleurs, puis la voix qui égrenait les mauvaises nouvelles s'estompa. Il ralentit et parut hésiter. Il fouilla la poche de sa veste. Un instant, l'expression de son visage fut celle d'un homme intrigué, presque tourmenté. Mais, dès qu'il eut ôté la main de sa poche, il eut l'air à nouveau d'un amoureux dévoré par l'impatience. Le sourire aux lèvres, il revint vers la petite voiture. Il lui apporterait quelques fleurs, cela lui ferait plaisir. Il aimait voir la surprise et la joie dans ses yeux lorsqu'il lui faisait un petit cadeau. Une boîte de bonbons, un bracelet, ou même un simple sac de sanguine, les oranges préférées de Norma. « Eh bien, jeune homme !» fit le fleuriste en le voyant revenir et promener les yeux sur les bouquets. Il pouvait avoir 68 ans, et malgré la chaleur, portait un vieux pullover gris et une casquette informe. Son visage ressemblait à une vieille pomme ridée. 2 poches lui mangeaient les yeux, et une cigarette était coincée entre ses doigts tremblants. Mais lui aussi se souvenait de ce que signifiait le printemps quand on était jeune. Jeune et tellement amoureux que plus rien ne pouvait vous faire tenir en place. Un petit sourire avait éclairé son visage, qui d'ordinaire n'exprimait qu'aigreur, tant les sentiments qui animaient ce jeune homme y étaient irrésistibles. Il brossa les miettes de bretzel de son pullover trop lâche, et songea, si l'amour était une maladie, le cas de ce gosse serait désespéré. « Combien coûte-t-elle » demanda le jeune homme. « Je vous fais un beau bouquet pour $1, sauf les rostés. Là, qui sont des fleurs de serre. Elles sont un peu plus chères, 70 cents la pièce. Et je vous mets la demi-douzaine à $3,50. Ça fait cher. On n'a rien pour rien, mon jeune ami. Votre mère ne vous a jamais appris ça. Il me semble bien avoir entendu quelque chose comme ça. Évidemment qu'elle vous l'a dit. Alors, je vous en mets une demi-douzaine. De rouge, de jaune, de blanche. Et je complète avec un peu d'asparagus. Elles adorent ça. C'est très joli. Ou alors vous prenez le bouquet à $1. Elle ? Demanda le jeune homme. Mon jeune ami, reprit le marchand en écrasant son mégot dans le caniveau. En mai, on achète toujours des fleurs pour quelqu'un. C'est comme qui dirait une règle universelle. Le jeune homme pensa à Norma, à ses yeux brillants, à son doux sourire, et baissant un peu la tête, il dit « Je crois que vous avez raison. Évidemment. Alors qu'est-ce que je vous mets ? Eh bien, que me conseillez-vous ? Je vais vous dire ce que j'en pense, mon petit gars. Si les fleurs sont pour votre mère, prenez le bouquet. Quelques jonquilles, des crocus, un peu de muguet. Elle ne gâchera pas votre plaisir en s'exclamant « Oh mon garçon, qu'elles sont belles, combien ça t'a coûté ? Oh, tu n'aurais pas dû. Ne t'ai-je pas appris qu'il ne faut pas jeter l'argent par la fenêtre ?» Le jeune homme rejeta la tête en arrière et s'esclaffa. « Mais si c'est pour votre petite amie, reprit le marchand, c'est différent.
Vous prenez les rostés et... Croyez-moi, elle ne fera pas l'addition. Vous me suivez? Elle vous mettra les bras autour du cou et... Donnez-moi les rostés. Intervient le jeune homme. Ce fut au tour du marchand d'éclater de rire. Le vieil homme choisit 6 roses, raccourcit légèrement les tiges, les aspergea d'un peu d'eau, et les enveloppa dans une grande feuille de papier cristal. Le fleuriste scotcha le bord du cornet et conseilla au jeune homme de prévenir sa demoiselle qu'en ajoutant un peu de sucre à l'eau des fleurs, elle les garderait plus longtemps. « Je n'oublierai pas », lui assura le jeune homme en lui tendant un billet de 5 $. « Merci, je suis là pour ça, mon jeune ami », répondit le marchand en lui rendant 1,50 $. Puis d'un ton un peu mélancolique, « Faites-lui une bise de ma part. » À la radio, les Four Seasons chantaient Chéri. Le jeune homme empocha sa monnaie et, une lueur d'impatience dans les yeux, poursuivit son chemin sans prêter attention au va-et-vient incessant qui agitait la 3e avenue. Le jeune homme s'éloigna sans remarquer que 2 femmes, devant la laverie automatique, s'étaient arrêtées de bavarder pour le regarder passer, son bouquet de fleurs à la main. Depuis quand ne leur avait-on pas offert de fleurs? Il ne s'aperçut pas qu'un jeune flic avait interrompu d'un coup de sifflet le trafic à l'intersection de la 3e avenue et de la 69e rue pour lui permettre de traverser. Il ne prêta pas attention aux 2 adolescentes qui, le croisant, se mirent à glousser et à se donner des coups de coude. Au coin de la 73e rue, il tourna à droite. La 73e rue, à l'éclairage plus riche, était bordée de sombres restaurants portant des noms italiens auxquels on accédait en descendant quelques marches. À 3 immeubles de là, des gosses disputaient une partie de baseball dans la lumière déclinante, mais le jeune homme ne s'aventura pas si loin. Bientôt, il s'engagea dans une étroite ruelle. Les étoiles étaient visibles maintenant, et leur faible lueur ne suffisait pas à éclairer le sombre passage encombré de poubelles aux formes indistinctes. Il était seul. Enfin, non, pas tout à fait. Un miaulement s'éleva des ombres pourpres, et le jeune homme prit une expression ennuyée. Ça devait être le chant d'amour d'un gros matou, et cela n'avait rien de très gracieux. Il ralentit le pas, et d'un coup d'œil sur sa montre, lui indiqua qu'il était 8h moins le quart. Norma devrait... Puis, il la vit qui traversait la cour dans sa direction, chaussée de sandales bleues, et vêtue d'un chemisier à col marin qui lui fit battre le cœur. La voir venir lui causait toujours une surprise, un léger choc. Elle semblait si jeune. Son sourire s'épanouit, devint radieux, et il pressa le pas. « Norma !» cria-t-il. Elle leva les yeux et lui rendit son sourire. Mais comme elle s'approchait de lui, son visage se figea. Lui-même ne se sentait pas très assuré, et il connut un instant d'inquiétude. Les traits de la jeune femme lui parurent soudain flous. La nuit était tombée maintenant. Avait-il pu se tromper? Impossible. C'était Norma. « Je t'ai apporté des fleurs. » Il lui tendit le bouquet avec un sentiment de soulagement mêlé de joie. Elle contempla les fleurs pendant un instant, sourit, puis secoua la tête. « Merci, dit-elle. Mais vous devez faire erreur. Je m'appelle Norma, souffle-t-il en sortant de sa poche le petit marteau dont il avait si souvent vérifié la présence. Elles sont pour toi, Norma. Tout est toujours pour toi. Elle recula. Son visage n'était plus qu'un ovale blanc et imprécis. Sa bouche, un haut ouvert pour crier de terreur. Et ce n'était pas Norma. Norma était morte. Elle était morte depuis 10 ans. Et déjà cela n'importait plus, car elle allait se mettre à hurler. Et il leva le marteau pour empêcher le cri, pour tuer le cri. Et il lâcha le bouquet, qui tomba sur le sol, éparpillant ses rostés, taches rouges, blanches ou jaunes, à côté des poubelles ébréchées, au fond desquelles les chocs criaient, tandis qu'ils copulaient à leur façon répugnante. Il abattit le marteau, et elle ne hurla pas, mais elle aurait pu hurler. Car elle n'était pas Norma. Et il abattit le marteau, frappa encore. Elle n'était pas Norma. Aussi, abattait-il le marteau comme il l'avait déjà fait par 5 fois. Au bout d'un laps de temps indéterminé, il remit le marteau dans la poche de sa veste et s'éloigna des ombres qui noyaient la ruelle, s'éloigna des roses qui gisaient près des poubelles. Il tourna à gauche. Les enfants qui jouaient au baseball avaient déserté la rue obscure. Son complet était maculé de sang, mais dans le noir, cela ne se verrait pas. Cette sombre et douce nuit de printemps l'abriterait. Non, son nom n'était pas Norma.
mais son nom à lui, il le connaissait. Son nom était Amour. Son nom était Amour, et il parcourait ces rues ténébreuses, car Norma l'attendait, et il la trouverait, un jour, bientôt. À nouveau, il souriait, tandis qu'il redescendait la 73e rue. Son pas se fit plus élastique. Un couple entre deux âges, assis sur les marches d'un immeuble, regarda passer ce jeune homme, à l'allure décidée, au regard perdu dans le vague, aux lèvres qui esquissaient un sourire. Lorsqu'il se fut éloigné, la femme dit « J'avais oublié que c'était aussi beau, un homme amoureux. »« Hein ? Oh rien, » répondit-elle, mais elle suivit longtemps des yeux le jeune homme au complet gris. Lorsque la nuit l'eut englouti, elle se dit que s'il y avait quelque chose de plus beau que le printemps, c'était bien un amour naissant.